Nous accueillons maintenant le professeur Édouard Bardou-Jacquet de Rennes qui va nous parler de maladies auto-immunes du foie et d'hépatite delta. Bonsoir Édouard. Bonsoir Jérôme. Donc effectivement, dans les travaux qui m'ont marqué en 2022 cette thématique, je vais commencer par un gros travail qui a été fait par le groupe international d'études de l'hépatite auto-immune pour essayer de faire un petit consensus d'experts un peu sur ce qu'on entend comme définition. L'hépatite auto-immune, bon, c'est une maladie rare, la physiopathologie n'est pas connue, pas de marqueur pathognomonique, donc un diagnostic qui est souvent compliqué avec une grosse morbidité. Le traitement est assez bien codifié, c'est les corticoïdes et l'azatioprine, et c'est un traitement qu'on dit guidé par la réponse. C'est là que ça se complique un petit peu, parce qu'en fait, les réponses, il y a plusieurs types de réponses, complètes, partielles, échecs, rechutes, et que l'interprétation dans les études est assez large, en fait, de ce type de réponse. Ce qui gêne un petit peu pour concevoir des recommandations sur la prise en charge de ces patients. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est une revue systématique de la littérature où ils ont récupéré toutes les études, toutes les conférences de consensus sur la thématique. Et après, ils ont adopté une méthode Delphi, c'est-à-dire qu'un groupe d'experts, 11, a proposé pour chaque réponse plusieurs définitions. Le critère réponse complète est le mieux défini par etc., etc. Et ils ont fait voter de 1 à 9 un panel d'experts, 75 internationaux, pour évaluer chacune de ces options et essayer d'obtenir un consensus, plus de 80% d'accord, la réponse était validée. Ils ont après essayé de faire une validation externe de ces critères pour voir ce que ça donnait en pratique. Il y a l'avantage de ce papier, c'est qu'il y a un seul schéma en fait à regarder qui résume tout le travail et qui est particulièrement pertinent, je pense, en termes de pratique clinique. Ils sont arrivés à une intolérance au traitement qui est assez simple comme définition, c'est n'importe quel signe d'intolérance ou d'échec médicamenteux. Ils ont défini ce que c'était la réponse au traitement. C'est une diminution de plus de 50% des transaminases à 4 semaines. Donc ça donne à la fois la durée qu'il faut attendre pour savoir si on répond ou pas et un seuil précis sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord. Quand est-ce qu'on discute une deuxième ligne ou pas? Est-ce que c'est qu'une réponse complète au traitement dans l'hépatite auto-immune? Ils l'ont défini à 6 mois. Là aussi, on a une idée du délai. Parfois, c'est un petit peu difficile de savoir combien de temps on se donne. Et la réponse complète est définie par une stricte normalisation des transaminases, alors qu'avant, dans certaines études, c'était un petit peu plus large, et une stricte normalisation du dosage pondéral des immunoglobulines. Donc là aussi, on a un endpoint qui est clair, à 6 mois et bien défini. La rémission de l'hépatite auto-immune, ça a été défini comme une rémission histologique, donc avec un score d'hépatite auto-immune histologique inférieur à 4. On n'a pas réussi à se mettre d'accord par contre sur un délai de répétition des biopsies hépatiques, donc là ils n'ont pas pu mettre de délai temporel. Mais ces 2 points, l'échec, la réponse complète, c'est vraiment des éléments je pense majeurs, d'une part nous pour la prise en charge et surtout pour après, si on veut pouvoir faire des études sur les 2e, 3e lignes, etc., ça va permettre de mettre tout le monde d'accord. Je pense que c'était vraiment une grande étape dans la prise en charge des hépatites auto-immunes. Ils ont regardé dans une cohorte rétrospective ce que ça donnait en pratique. Une réponse complète ou l'absence de réponse. On voit qu'il y a une surmortalité liée aux événements hépatiques qui est majeure avec une différence qui est évidemment significative. Et à plus long terme, sur le graphique de droite, là encore, la morbimortalité hépatique chez les patients qui avaient une réponse biochimique complète ou non. Et on voit que c'est quelque chose qui est pertinent en clinique, donc qui va pouvoir être applicable. Deuxième travail que je trouvais intéressant, alors qui est peut-être moins large, un peu plus de niche, mais c'est les facteurs de risque et le devenir de la récidive de l'hépatite auto-immune après la transplantation hépatique. Transplantation hépatique dans l'hépatite auto-immune, c'est les complications de la cirrhose, le carcinome hépatocellulaire, les indications classiques. Sauf que contrairement à la cirrhose où on va guérir la cause sous-jacente, l'hépatite auto-immune, le terrain est toujours là. Le risque de récidive dans la littérature, il n'est pas très bien défini, ça va de 10 à 50%, essentiellement parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, c'est très hétérogène, et il y a le problème de l'histologie, est-ce qu'on fait des biopsies systématiques ou pas, et donc est-ce qu'on diagnostique plus ou moins d'hépatite auto-immune, le rejet, comment est-ce qu'on le distingue. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que c'est des patients qui sont sous forte dose d'immunosuppresseurs, donc on se dit, on traite l'hépatite auto-immune, et finalement non. Et il y a aussi la vieille idée qu'on laisse des corticoïdes un petit peu au long cours chez ces patients, 5 mg, alors que ce n'est pas l'immunosuppression habituelle chez le transplanté hépatique. Donc c'est une série rétrospective, 33 centres, très gros travail, 736 transplantés entre 1987 et 2020. Ils ont exclu tout ce qui était les overlap syndromes, ils ont récupéré toutes les données biologiques, histologiques quand ils les avaient. Ils ont posé le diagnostic d'hépatite auto-immune selon le score hépatite auto-immune simplifié qu'on utilise régulièrement. Et ils ont regardé quels étaient les facteurs de risque de récidive, univariés, multivariés, et quel impact sur la survie, des choses très classiques. Le premier résultat qui est intéressant, c'est de voir à quel point la récidive de l'hépatite auto-immune est quand même significative, un petit peu plus que ce qu'on peut penser. Ils étaient à 30% à 10 ans,
presque 50% à 20 ans. C'est pas majeur, mais ça veut dire quand même que c'est quelque chose qu'il faut dépister de manière systématique et plutôt en faveur des biopsies un petit peu régulières. L'autre élément, quels sont les facteurs de risque qu'ils ont retrouvés? Alors, en univarié, il y avait énormément de variables qui sortaient comme souvent, mais finalement, quand on regarde en multivarié, on retrouvait le mycophénolate mofétyle, ce qui est un petit peu surprenant parce que c'est quand même censé être un traitement de deuxième ligne de l'hépatite auto-immune, avec un gros poids comme facteur de risque, le mismatch du sexe entre le donneur et le receveur, et le dosage pondéral des immunoglobulines avant la transplantation hépatique. Ils n'ont pas beaucoup plus élaboré, plus derrière sur l'analyse, c'est des données rétrospectives, il y a énormément de biais qu'on peut toujours discuter, mais c'est quand même la seule grosse série qui soit disponible sur cette problématique. C'est la première fois qu'il y a des données qui sont quand même assez robustes, hein. Il y a 300 patients à risque dans chaque groupe, et qui suggèrent que c'est une problématique. Là, je vous ai simplement détaillé les analyses d'univariés en survie sur ces 3 facteurs de risque. Donc en haut à gauche, le mismatch sur le donneur-receveur pour le sexe, en haut à droite, le MMF, et en bas, le dosage pondéral des IgG. Donc on voit quand même qu'il y a un impact en termes d'immunosuppression qui peut poser la question du schéma immunosuppresseur en termes d'individualisation, d'immunosuppression à la carte chez ces patients transplantés hépatiques. L'impact de la récidive, mais elle n'est pas anodine. Quand on voit en termes de perte de greffon à gauche ou de survie du patient à droite, évidemment, il y a une récidive, on perd beaucoup de greffons, la mortalité est un petit peu moins forte, mais c'est quand même significatif. Donc c'est quelque chose à ne pas oublier en fait dans la prise en charge à long terme. Troisième travail sur les maladies, cette fois-ci inflammatoires des voies biliaires, c'est quelque chose là aussi que j'ai vraiment trouvé majeur parce que ça répond pas définitivement à une question, mais en tout cas ça donne des données robustes sur la problématique du dépistage du cholangiocarcinome dans la cholangite sclérosante primitive. Donc la CSP, c'est une maladie cholestatique inflammatoire, rare, physiopathologie inconnue, associée au MICI, c'est un diagnostic morphologique à l'IRM, comme tout le monde le sait. Et les ressources thérapeutiques sont assez limitées, le traitement, il n'y a pas beaucoup d'options, et c'est des patients qui vont avoir des complications à type de cholangite, de sténose, de cirrhose et de cholangiocarcinome, qui est toujours un diagnostic un petit peu dramatique chez ces patients. L'incidence, elle est mal déterminée, entre 0,5 et 1,5%. Les facteurs de risque, on ne sait pas ce que ça va être. Et il y a difficulté de diagnostic chez ces patients qui ont des sténoses inflammatoires. Est-ce que ça va être du cholangiocarcinome ou pas? Finalement, ça fait des années et des années qu'il y a des batailles d'experts. Est-ce qu'il faut faire une surveillance IRM tous les 6 mois, tous les ans, juste une écho, une CPRE? Les recommandations de l'OASL, que je vous conseille de lire, elles ont été remises à jour en 2022, suggèrent, n'imposent pas, ne conseillent pas, suggèrent simplement une échographie ou une IRM annuelle, sauf chez les patients qui sont cirrhotiques, évidemment, on fait une échographie tous les 6 mois. Mais c'est basé sur des données assez spartiates. Et là, en fait, c'est en Suède une cohorte prospective, multicentrique, 500 patients, donc c'est vraiment un très gros travail qui ont été suivis pendant 5 ans, avec un suivi annuel, clinique, biologique, CA19-9, IRM, avec injection de produits de contraste pour l'IRM, et un workflow systématique en fait à chaque fois qu'il y avait une sténose inflammatoire ou un doute sur une progression, CPRE, brossage, spyglass, après en fonction s'il y a un cholangioca, discuter en RCP régional, donc sur un centre expert, si c'est bénin, une IRM à 3 ou 6 mois, si l'IRM ne montre pas d'évolution, on retourne à la case suivi annuel. Donc vraiment quelque chose de très systématique, très propre, très bien fait. Donc, ils avaient 500 patients, essentiellement des patients avec une MICI, 12% étaient cirrhotiques, une maladie ancienne, l'âge moyen de diagnostic, c'était de 7 ans à l'inclusion dans l'étude. Bonne adhérence au programme, presque 2000 IRM effectués, donc il y a toujours quelques perdus de vue, des gens qui ont décalé les examens, qui n'ont pas pu les faire, 90% avec injection de produits de contraste, donc un bon respect du protocole. Ils ont diagnostiqué 7 cholangiocarcinomes périhélaires, l'essentiel était asymptomatique, plus de 85%, 3 d'emblée métastatiques, 4 diagnostiqués fortuitement sur l'explant après transplantation hépatique. 4 cholangiocarcinomes intrahépatiques, tous symptomatiques, quasiment tous avancés et métastatiques au diagnostic. Et 4 carcinomes vésiculaires, plutôt asymptomatiques, 100% d'entre eux ont pu avoir un traitement curatif. Ce qu'ils ont déterminé en fait comme paramètre intéressant, donc c'était l'atteinte sévère ou l'aggravation des sténoses inflammatoires visibles sur l'IRM. Un quart des patients ont présenté ce syndrome, qui a une valeur prédictive positive de seulement 10%. Donc 10% de ceux qui avaient une aggravation ou une sténose suspecte avaient un cholangiocarcinome, mais qui avaient une valeur prédictive négative de 99%. Si on regarde ces patients, la plupart ont pu avoir une CPRE. Il y a 168 CPRE qui ont été faits chez 90 patients, presque 2 par personne.
L'incidence globale du cholangiocarcinome était très basse, 0,4%. Et on voit la différence, donc là, c'est des courbes de Kaplan-Meier, entre les patients qui avaient une aggravation, une sténose suspecte, et ceux qui n'en avaient pas, donc une différence significative. Et ce qui ressortait effectivement comme facteur de risque principal de cholangiocarcinome, c'était cette atteinte sévère ou cette aggravation. Il y avait aussi le CA19-9, mais dans un ordre de grandeur beaucoup plus faible. La partie la plus décevante, enfin le résultat solide de l'étude, mais qui est un petit peu décevant, en fait, c'est la survie de ces patients. On constate que ce soit pour le carcinome intra-hépatocellulaire, le carcinome périhilaire ou le carcinome hépatocellulaire, pardon, ils avaient une mortalité et une espérance de vie extrêmement réduite. Donc finalement, un gain pour les patients qui sont minimes. Il n'y a que les cancers de la vésicule qui avaient une survie qui était prolongée et chez qui il pouvait y avoir un espoir. Donc ça pose un petit peu la question. Leur discussion n'était pas vraiment optimiste sur l'intérêt d'une surveillance annuelle, puisque finalement, on diagnostique des cancers assez peu, à un stade tardif, pas vraiment de gain en termes de survie pour les patients. Mais c'est la première fois qu'on a des données vraiment robustes sur cette thématique. Donc le CA19-9 sort en analyse multivariée, Tout à fait. mais en pratique, ils ont défini un seuil, un delta de progression. Est-ce qu'on a un peu plus d'indications sur comment l'utiliser? Alors, de la manière dont ils ont décrit leurs résultats, non. Je ne peux pas répondre à cette question parce que clairement, ils n'ont pas cherché à déterminer de seuil. Il y a des courbes qui montrent qu'en fait, il y a une forte fluctuation du CA19-9 chez les gens qui avaient un cholangiocarcinome, mais pas de valeur prédictive positive qui soit satisfaisante. Donc en fait, on voit le CA19-9 qui monte, ils font des courbes récapitulatives, ça monte, ça baisse, mais ça ne permet pas d'identifier chez de cholangiocarcinome chez les patients. La manière dont ils ont présenté les résultats, je pense que ça ne marche pas, sinon on l'aurait beaucoup plus mis en avant. Et on voit qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Donc je pense que c'est assez décevant en termes de marqueurs biologiques. Un autre travail de beaucoup plus petite envergure qui concerne cette fois le déficit en alpha-antitrypsine, mais que je trouve vraiment intéressant parce que c'est un changement futur majeur dans la prise en charge. Donc l'alpha-antitrypsine, rapidement, c'est une maladie génétique autosomique récessive qui n'est pas si rare que ça, franchement sous-diagnostiquée probablement, en partie due à un phénotype qui est très variable. On considère que seuls 20 à 40% des patients qui sont ZZ, donc vraiment déficitaires, vont développer une cirrhose. Et c'est une maladie du métabolisme et de la traduction protéique. Quand vous allez avoir un déficit, vous allez avoir une dégradation anormale de la protéine qui va provoquer une inflammation, une apoptose, parfois la formation de polymères qui là aussi vont induire une autophagie, une inflammation au niveau de la cellule, ou une accumulation de protéines mal repliées qui vont provoquer un stress cellulaire. Le principe du Fazirsiran, en fait, c'est les ARN interférents. Donc vous allez capter l'ARN messager, le détruire et donc empêcher la traduction en protéines en amont de ce process protéique, donc pour essayer de limiter les dégâts liés à l'accumulation de la protéine anormale. C'est un essai de phase 2, des patients homozygotes ZZ, une fibrose modérée à sévère, un FF3. Pas de cirrhose était censé être inclus dans le protocole, même si finalement après relecture il y en avait deux. C'est les injections sous-cutanées du Fazirsiran 100 ou 200 mg à J1, S4 et après tous les 3 mois. C'est les patients qui ont une biopsie hépatique à l'inclusion et à 6 mois ou pour la cohorte qui était suivie à un an. Et les critères de jugement, c'était la concentration intrahépatique en alpha-antitrypsine, les critères de jugement secondaire, l'évolution hépatique, etc., etc. 16 patients inclus, donc une toute petite cohorte, c'était une phase 2, 50 ans, 88% d'hommes, essentiellement des fibroses modérées, 38%, 25% de F3. 38% des patients étaient sous traitement substitutif, donc avaient une atteinte pulmonaire significative et étaient traités avec de l'alpha-antitrypsine. Le résultat principal, ça montre que ça marche très bien. Il y a une très forte diminution de la concentration intrahépatique en protéines. Ça se voit aussi au niveau sérique, plus de sécrétion quasiment d'alpha-antitrypsine dans le sérum. Et sur l'atteinte hépatique de manière indirecte, on voit une franche diminution des transaminases, diminution des gamma-GT. Donc tous les endpoints sont rencontrés. Ça permet de diminuer la quantité de protéines, de diminuer l'inflammation. On a aussi sur le plan histologique une diminution de l'inflammation, une régression de la fibrose chez quelques patients, une progression de la fibrose chez un patient. C'est à prendre avec beaucoup de guillemets, puisque très peu de malades, relecture centralisée d'une histologie qui n'est pas forcément évidente. Donc je pense que c'est un peu tôt pour conclure sur la fibrose. En tout cas, c'était bien toléré, quelques douleurs articulaires, des augmentations de créatinine kinase, diarrhée, fatigue, mais pas d'arrêt de traitement à cause d'effets secondaires. La question principale, évidemment, c'est on arrête la sécrétion d'alpha-antitrypsine résiduelle. Qu'est-ce que ça fait au niveau des poumons? Très bonne tolérance sur le plan pulmonaire, pas d'effet secondaire majeur, pas d'exacerbation de BPCO chez les patients qui étaient déjà emphysémateux avec une atteinte pulmonaire sévère, pas d'évolution de la VEMS ou du DLCO au cours de l'étude,
avec des guillemets là encore, c'est un suivi que d'1 an. Au vu de l'histoire de la maladie naturelle, c'est plusieurs années d'évolution. Il faudra qu'on sache. Vraisemblablement, ça sera quelque chose à surveiller de très près. Mais en tout cas, pour ces patients chez qui on n'a actuellement absolument rien à leur proposer en dehors de la greffe, ça ouvre une fenêtre très très intéressante en termes d'intervention thérapeutique. Ensuite, des données qui sont intéressantes dans l'hépatite delta, pour parler un petit peu de virus, avec le bulévirtide, dont on entend parler depuis quelques temps, essentiellement sur des communications dans les congrès. Donc là, on commence à avoir des papiers avec des résultats définitifs des études initiales qui sont intéressants. Là, c'était l'étude MIR 202. L'hépatite delta, donc c'est une hépatite avec un virus ARN défectif qui est obligatoirement associé à une infection B. La prévalence dans l'hépatite B chronique, c'est une très forte variation régionale de 4 à 15%. On sait que c'est des formes graves d'hépatite virale. La progression vers la cirrhose est beaucoup plus rapide, une mortalité importante, une prévalence du carcinome hépatocellulaire qui est aussi significative. Il y avait un très beau travail qui avait été fait par l'équipe du centre de référence français qui avait colligé tous les cas français, donc vous avez les courbes en dessous, avec une prévalence de la cirrhose à 10 ans qui était presque de 50%, donc c'est vraiment majeur. Et pour l'instant, quasiment pas d'option thérapeutique. On fait de l'interféron hors AMM, Pegilé avec une réponse biologique partielle chez un tiers des patients, ce qui n'est pas fantastique. Le bulivertide, c'est un inhibiteur d'entrée de l'hépatite B et de l'hépatite delta qui est développé depuis quelques années. Là, c'est une étude donc, de phase 2 ouverte contre placebo multicentrique des patients qui n'avaient pas de cirrhose Child B ou C, donc il y avait des Child A, 2, 5, 10 mg par jour, 6 mois de traitement, 6 mois de suivi. Et la définition de la réponse, c'était une baisse de l'ARN de plus de 2 log ou une disparition de l'ARN. 120 patients ont été inclus, essentiellement des hommes, 50% étaient cirrhotiques, avec une élasticité moyenne à 16 kPa. Les résultats sont plutôt très encourageants. On voit qu'il y a une réponse biologique, donc une diminution de l'ARN de plus de 2 log ou une disparition chez plus de 50% des patients, mais à 6 mois après l'arrêt du traitement, une récidive de la réplication qui est assez rapide, donc des résultats qui sont temporaires. Quelques effets secondaires, augmentation des acides biliaires, thrombopénie, mais globalement un traitement très bien toléré. Dans la foulée, une autre publication en fait italienne, donc qui n'est pas un essai industriel, qui est une étude de vraie vie, qui s'est intéressée en fait aux patients au stade un petit peu après, c'est-à-dire des patients cirrhotiques avec une hypertension portale cliniquement significative, chez qui il n'y avait pas de données pour l'instant, qui ont été traités pendant 1 an. Ils l'ont défini par une élastométrie supérieure à 25 kPa ou de grandes varices œsophagiennes à l'endoscopie, bulévertide 2 mg, associé au tenofovir ou l'antécavir, alors que normalement c'est que le tenofovir dans les précédentes études, suivi toutes les 4 semaines, clinique, biologique, paraclinique, etc. Là on a les données de la population assez standard, ils avaient quasiment tous des varices œsophagiennes, l'essentiel quand même était cirrhotique Child A, il n'y avait pas d'insuffisance hépatocellulaire. Tous ont été traités par interféron avec un score de MEL moyen qui était à 6, donc une population d'hypertension portale sans cirrhose décompensée trop sévère. Là aussi, les résultats sont très encourageants. Réponse virologique, donc toujours pareil, diminution de plus de 2 log de l'ARN ou disparition, plus de 80% des patients à 48 semaines. Un quart avait un ARN indétectable, 23%, ce qui est quand même assez impressionnant chez les patients cirrhotiques graves. Vous avez sur la droite les paramètres biologiques, les transaminases qui diminuent avec le virus. L'inquiétude qu'il y avait, c'était par rapport à la thrombopénie, la toxicité du médicament. Finalement, pas de thrombopénie qui soit aggravée, pas d'amélioration non plus, mais pas d'aggravation. Et donc une tolérance très satisfaisante de cette molécule avec des bons résultats sur ce virus delta. Donc là encore, plus d'études qui vont être nécessaires, mais en tout cas des résultats très encourageants. Donc l'interféron, ça marche pas très bien tout seul. Le bulévertide, c'est intéressant. La question que tout le monde se pose et que tout le monde pose, est-ce qu'il ne faut pas associer les deux finalement? Alors pour l'instant, dans le développement industriel du médicament, il n'y a effectivement pas beaucoup de données, mais on attend beaucoup des données de l'accord de l'ANRS pardon, et des communications qui ont été faites pour ce qui a été recueilli pour l'instant au niveau national français. On a quand même l'impression effectivement qu'en association avec l'interféron, on potentialise la réponse avec un taux de réponse qui est beaucoup plus élevé. Un petit peu difficile pour l'instant de se prononcer, d'avoir des recommandations définitives, mais ça a l'air d'être l'option qui va être retenue. Et puis la courbe delta de l'ANRS, elle continue, donc on va accumuler les données. On va les patients pour accumuler les données, et plus on a de recul, plus on arrivera à décider. Mais effectivement, pour l'instant, on a l'impression que les résultats avec interféron sont un peu plus favorables. Ouais. Merci beaucoup, Édouard.